Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bon début de semaine à chacun de vous. Nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau ce matin le professeur Max Atis. Le professeur Max Atis est docteur en relations internationales notamment, et avec lui, on va commenter l'actualité ce matin. Professeur, bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Wendell, bonjour, et puis bonjour à toutes téléspectateurs qui attendent nous un petit peu partout. Et avec vous, évidemment, d'après mes fontis survol sur l'actualité internationale, mais en nous fontis camper la caille avant, l'intellectuel que vous êtes doit être aussi un fin observateur, un observateur avisé. Et vous vous faites une idée de ce qui se passe à travers le pays aujourd'hui sur le plan politique. Est-ce que le professeur Atis peut partager avec nous ses impressions sur les premiers pas de Jovenel Moïse en tant que président de la République? En tout cas, jusqu'ici, je pense qu'il a été pour le moins correct. Il y a eu, selon moi, un seul hic. Ce n'est pas une erreur, enfin, ce n'est pas forcément une erreur. Pour moi, c'est un hic. C'est peut-être dû à un quelconque oubli. Dans la mesure où j'estime que le président de la République, une fois arrivé au pouvoir, etc., puisque dès le 3 janvier, il savait voilà, qu'il était élu, etc., automatiquement, une équipe aurait dû être... il aurait dû mettre une équipe sur place pour faire l'état des lieux. Notamment, s'agit-il des comptes de la nation. Dans la mesure où il y a eu un premier quinquennat et va s'enchaîner tout de suite après avec le président Jocelyn Privert, lorsque le président de la République arrive au pouvoir, sans avoir un état des lieux réel, concret, exhaustif, notamment en ce qui a trait à la finance publique. Donc moi je pense que un état des lieux c'eût été une bonne chose de la part du président, voilà, communiquer à la nation ce qu'il y a dans les caisses, par exemple. Pourquoi reprendre l'exemple de quelques-uns de ses prédécesseurs? Je me rappelle aussi avoir entendu ces propos du président Privert, une fois arrivé au pouvoir, n'arrêtait pas de dénoncer l'état du Trésor, dont la caisse serait absolument vide. A-t-il dit pourquoi Jovenel Jovenel aurait dû, par exemple, faire la même chose? Peut-être parce qu'il est différent. Je n'en sais rien. Écoutez, Wendell, entre nous soit dit, louer un appartement sans un état des lieux, c'est pas possible. On ne peut pas louer un appartement, on rentre dedans sans faire mais rien ne dit qu'il ne l'a pas fait non plus. Mais non, mais écoutez, mais s'il y a eu un état des lieux, voilà, le résultat aurait dû être communiqué à la nation. Pour quelle raison? Ça, c'est pour le président de la République lui-même. C'est-à-dire, demain, aujourd'hui, le président de la République ne peut pas se permettre de dire que j'ai trouvé les caisses vides, ou bien les caisses ont été vidées. Dans la mesure où le président disposait suffisamment de temps pour monter une équipe technique lui permettant au moins de faire un état des lieux, notamment sur la finance publique. Alors ça qu'on paraît en général, c'est que chaque fois un président monté, et puis il a donné la fait exercice ça, dit mais qui j'aime une caisse là, tout le monde a l'impression que c'est flèche que la lancée sur l'équipe qui était précédée là. Je veux dire par là, c'est rarement en politique pour une équipe privée et puis pour dire oh, l'équipe qui était là avant a bien travaillé, même s'il y a deux mêmes partis politiques. C'est rarement pour que les dit comme ça, pour dire que bon, ça va très bien,
mais combien de taux de croissance y est, mais combien d'inflation y est, mais qui quantité d'argent que nous jouons. Et nous croyons que l'équipe qui s'en va a fait du bon travail. Et là, je vais mettre à profit ces réalisations. C'est pas, mais justement, pas évident. Justement, c'est pas au président de distribuer des satisfecits aux uns et aux autres. J'ai dit bien l'état des lieux. Un état des lieux, c'est quelque chose qui est exhaustif. C'est pas le président ici, il n'est pas dispensateur d'un quelconque satisfecit au président sortant ou à l'équipe sortante. Le président arrive, automatiquement désigne une équipe technique voilà, qui fera le tour des institutions du pays pour dire, voilà, notamment concernant la finance. Pourquoi Pourquoi ici, je pointe du doigt la finance? Parce que ce n'est un secret pour personne. On vit dans un pays où, il faut le dire, voilà, nos dirigeants sont extrêmement corrompus. Ce n'est pas moi qui le dis, voilà, tous les ans, etc. C'est connu de tous, Haïti, et Haïti est un pays extrêmement corrompu. Vous avez dit nos dirigeants. Nos dirigeants, en général, d'une manière générale, nos dirigeants sont extrêmement corrompus. D'une manière générale, nos dirigeants sont extrêmement corrompus. Et vous n'exagérez pas. Permettez-moi de prendre un exemple, Wendell. Actuellement, à l'élection présidentielle française, nous avons 11 candidats. De ces 11 candidats, le plus riche, c'est François Fillon. Qui est François Fillon? Il a été député durant à peu près une quarantaine d'années. Il a été maire, il a été ministre à plusieurs reprises. Il a fait en effet tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy comme Premier ministre. On estime la richesse de M. Fillon à moins d'1 million de dollars. J'ai dit bien moins d'1 million de dollars. Écoutez, à titre d'exemple, prenez le directeur de la DGI en Haïti, d'une manière générale, là, je caricature, ou bien un quelconque ministre arrivé au pouvoir avec rien du tout, et puis au bout de 2 ans, c'est quand même pas 1 million, c'est quand même pas 2 millions, c'est quand même pas 3 millions. À votre avis, pourquoi les gens s'acharnent autour des directions déconcentrées du genre au AVCT, ONA, DGI, la douane, et j'en passe. Pour quelle raison? Ce n'est pas pour faire fructifier ces directions, mais c'est plutôt pour se servir. Pour se servir. Eh bien, j'ai dit bien, par exemple, en France, le candidat, j'ai dit bien, quel qu'il soit, à la députation ou autre, il a l'obligation de détailler, entre guillemets, son patrimoine. Puis, on sait combien il gagne tout au long, le temps qu'il va passer au ministère ou à l'Assemblée nationale, on sait combien monsieur ou madame gagne. Donc, après 4 ans, après 5 ans, après une mandature, on ne peut pas se permettre de dire, écoutez, on passe de 1 million à 50 millions. J'essaie de vous comprendre, professeur. Le seul point de désaccord que j'ai avec vous, c'est le fait que vous laissez croire qu'il n'y a pas du tout de gens honnêtes parmi nos dirigeants. Et que non, vous avez dit en général. J'ai dit bien en général. Non, vous dites en général. Tout à fait. Mais j'ai la nette impression que vous insinuez que tout le monde est corrompu. Dans ce pays, malheureusement, presque tout le monde est corrompu. Là, maintenant, j'ai dit bien presque tout le monde. C'est ça, il y a un bémol maintenant. Oui, non. Je disais tout à l'heure en général. C'est-à-dire, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Mais moi, Wendell, ce n'est un secret pour personne. Ok, je comprends. Alors là, si on revient à votre exposé, vous avez souligné, dénoté que les pas de Jovenel, que Jovenel serait, que le président Jovenel Moïse serait correct dans ses actions, à part le fait qu'il aurait dû annoncer encore
déclarer ce qu'il a trouvé ou encore présenter l'état des lieux. Oui, mais justement, de la finance publique. Justement, on mais peut est-ce qu'il est trop tard? Mais bien sûr qu'il est vachement trop tard. Il est vachement trop tard. Après 3 mois, les institutions ont été investies par d'autres cadres, d'autres ministres, etc., etc. Donc maintenant, on ne peut pas faire assez trop tard. Je dis bien... Il n'a pas encore 3 mois, quand même. Oui, mais justement, les institutions sont déjà investies. Donc si les institutions sont déjà investies, par qui? Pas par les hommes de M. Privert, par les hommes et les femmes de la nouvelle équipe. Donc on ne peut pas, parce que moi j'estime que, j'ai dit bien, je ne sais pas si on peut ou si on doit mettre ça sur le compte de l'erreur. En tout cas, pour moi-même, je pense que quelque chose n'a pas été fait. Donc celui-là peut être considéré comme un faux pas? Ce n'est pas un faux pas, c'est un hic. C'est un hic. C'est un hic qui pourrait éventuellement lui coûter gros. Pourquoi? Parce que on vit dans un pays extrêmement pauvre. On vit dans un pays extrêmement pauvre. Haïti, c'est quand même... c'est un PMA. C'est-à-dire, il n'y a pas plus bas qu'un PMA. C'est-à-dire un pays moins avancé. Il n'y a pas plus bas que ça. En Haïti, on vit avec moins de $2 à jour. Dans le jargon onusien, on appelle cela la pauvreté absolue. Et bon, voilà, vient, il y a l'autre bagaille qui pourrait le greffer avec ça, c'est la corruption. Donc moi, je pense que le président aurait eu le cœur net en ayant un état des lieux exhaustif et surtout en le communiquant à la nation. C'est-à-dire, la nation prend acte. Donc, ceci dit, Joseph Privert avait raison. Lorsqu'il t'a dit que le jeune toute caisse l'État vide. On n'a pas à dire qu'on a trouvé les caisses de l'État vides. On n'a pas à dire ça. On ne peut pas dire ça comme ça. On ne peut pas communiquer comme ça. C'est avec des chiffres. On a les chiffres. Il y a les équipes techniques. Alors, que je sache, M. Privert, officiellement en tout cas, n'avait désigné aucune équipe technique pour faire cet état des lieux. Bon, lui, c'est un technicien. Oui, mais sauf qu'il a été président, donc il n'avait pas le temps. Il ne pouvait pas être président et être technicien à la fois. Non, il ne pouvait pas. Comment vous voyez les 4 prochaines années? Écoutez, moi je pense que le président Jovenel Moïse... moi, j'ai suivi sa campagne de près. Je dirais même que j'y ai participé. Dans la mesure où il a un programme qui m'a séduit. Son programme a séduit. Il n'y a pas que moi. S'il est élu, c'est que le programme a séduit. Le programme a séduit la majorité des votants. Le programme ou le slogan? Le programme, c'est un programme, ce n'est pas un slogan. Le slogan, on peut dire ce qu'il y a comme slogan, voilà, les terres, les eaux, etc. Non, c'est parce que le slogan a précédé sa campagne. Non, mais bon, écoutez, après la campagne, etc., peut-être qu'il a voulu, ou bien qu'il a voulu, ou qu'il veut, etc. Non, si vous permettez que je m'explicite, je dirais que partout, on entendait des gens se crier « Nek Banan », non? Oui, mais c'est pas ça. Le président Jovenel Moïse, ce n'est pas ça. Ce n'est pas uniquement Nek Banan, non. On l'identifie, on l'a identifié à Banana, mais ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. Mais c'est clair. Oui, Jovenel Moïse, il a une vision. Et là, on va revenir un petit peu sur ses premiers pas. Premiers pas que j'aurais du mal à en parler quand même, puisque il faut quand même installer. Il faut quand même installer. C'est-à-dire pourquoi installer, c'est une caricature, puisque c'est quand même le 7 février. Il a eu un gouvernement, ça fait quelques secondes. Donc je pense que voilà, il est encore prématuré, en tout cas pour ma part, il est prématuré ici d'analyser les premiers pas de Jovenel. Mais si vous insistez, je dirais en effet qu'il tient à ce que il respecter le programme, son programme. Là, on le voit un petit peu au four et au moulin, il est partout, etc. Il veut
pas décentralisé, hein, il a commencé plutôt avec la déconcentration, notamment Est-ce que c'est une pratique que vous saluez? Moi, je trouve que c'est plutôt... Que le président se trouve et se retrouve partout? Écoutez, moi, en tant que chef d'orchestre, etc., avoir un œil sur tout ce qui se fait, voilà, c'est pas mauvais. Le Premier ministre n'a pas de mandat. Ah, le Premier ministre n'a pas été élu. Donc, qui est-ce qu'on pourra le reprocher demain si ça a mal fait? C'est pas le Premier ministre, là, il va s'en aller. Le Premier ministre n'a pris aucun engagement que je sache. Vis-à-vis du Parlement, oui. Écoutez, entre nous, au fond, on sait que le peuple, il ne sera pas appelé à juger les actes du Premier ministre, mais plutôt ceux du Président de la République. Donc aujourd'hui, bon, pour moi, je salue le courage avec lequel le Président veut ou voudrait superviser, en tant que chef d'orchestre, superviser tout ce qui se fait dans ce pays. Bien entendu, nous avons un problème avec le bicéphalisme haïtien, parce qu'en Haïti, on dit le gouvernement, par exemple, le gouvernement Lafontaine-Moïse, alors que le président Jovenel Moïse n'a pas de gouvernement. C'est le gouvernement du Premier ministre. C'est clair. Par contre, ce ne serait pas à tort de parler de l'administration. Écoutez, nous ne sommes pas dans un régime présidentiel, donc on ne parlera pas d'administration. Nous sommes dans un régime bicéphale où nous avons un exécutif à deux têtes. Voilà, il y a la présidence, il y a le gouvernement, la primature, si vous voulez. Donc, on ne peut pas parler d'administration. Oui, mais pourquoi on ne peut pas en parler alors que vous trouvez d'un bon œil, vous saluez, vous appréciez le fait que le président se trouve partout à superviser? J'apprécie qu'il supervise. J'apprécie qu'il supervise parce qu'il y a un vrai chef d'orchestre, c'est pas le président. Mais bien sûr, mais il y a un hic dans la Constitution. Il y a une anomalie. Il y a une anomalie. Oh. Le président fait campagne. Le président mène campagne. Le président prend des engagements. Le président s'engage. Et maintenant, c'est le chef du gouvernement qui a la manette. C'est le chef du gouvernement, etc., qui décide. Non. Donc, là, vous êtes d'avis que la Constitution est source d'instabilité? Je suis d'avis qu'il faut la changer. Le président Préval l'avait dit? J'ai dit, voilà, il faut la changer. Il faut la changer. De deux choses l'une, on s'oriente vers un régime présidentiel, ou bien on s'oriente vers un vrai bicéphalisme. C'est quoi ce vrai bicéphalisme? Dois-je comprendre, professeur, que vous êtes de ceux qui pensent qu'un régime présidentialiste conviendrait mieux à Haïti aujourd'hui? Écoutez, historiquement, ancestralement, je ne sais pas, c'est ce qui se faisait. C'est ce qui se faisait. Avec tous les résultats, toutes les conséquences que l'on sait. Écoutez, voilà, on peut toujours avoir un régime présidentiel. Le régime présidentiel américain, par exemple, c'est un faux régime présidentiel. C'est un faux régime, dans la mesure où l'on sait pertinemment le poids des deux chambres. N'empêche que c'est un régime, le régime américain, c'est un régime présidentiel, mais un faux régime présidentiel. Bon, les constituants l'ont voulu ainsi. Et à ce niveau-là, pour le nôtre, on dirait quoi? Ça ne marche pas. C'est un régime qui ne fonctionne pas, qui a du mal à fonctionner. D'ailleurs, sommes-nous dans une dynamique? Il y a deux anomalies que vous soulignez. Il y en a plein. Il y en a plein. Alors, arrêtons-nous sur les deux. Oui. Le Premier ministre est inutile. Le poste est inutile, selon vous? Le poste n'est pas inutile. La seule personne jusqu'ici, depuis 1987, qui a investi ce poste dans toute son intégralité, c'est M. Latortue. C'est M. Latortue qui a su relayer le président dans son rôle de, je ne sais pas... Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction, professeur, dans vos propos? C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous admettez que le seul Premier ministre qui a eu à exercer son vrai droit de Premier ministre, c'était sous Latortue. Oui. Alors qu'à l'époque, à cette époque-là, le président qui était au pouvoir n'était pas un président élu. Alors que vous venez de dire tantôt
que c'est anormal que le président qui a fait campagne se voit tout simplement, je dirais, limité à un simple poste de superviseur. Oui, mais Wendell, c'est simple, hein, vous vous rendez compte, si un président est cantonné uniquement aux prescrits de la Constitution de 1987, c'est-à-dire on lâche tout au chef du gouvernement. Non, mais vrai Premier ministre qui vient de 87 ans, c'était la tortue. C'est-à-dire, ici, je parle en fonction des prescrits de la Constitution. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il faut voir aussi, il faut voir le timing. Il faut voir le timing de l'époque. Le président n'a pas été élu, le président n'avait pas un programme, le président n'avait pas pris d'engagement. Alors que ici, vous avez un président qui n'a pas pris des engagements, mais qui s'engage. Le président Jovenel Moïse s'est engagé, il s'engage. Mais il n'est pas le seul. Ses prédécesseurs aussi se sont engagés. C'est peut-être lui que je connais le mieux. Mais entre la parole et les actes, il y a toujours un fossé parfois. Écoutez, moi je l'ai déjà dit, franchement, il vient à peine de rentrer, d'investir ses bureaux. Le Premier ministre également à peine investir ses bureaux. Donc là, il faut attendre. Attendons de voir. Il faut attendre. Cependant, je voudrais tout de même souligner une chose. C'est quand même pour la première fois depuis 90 qu'on assiste à ça qu'a fait la journée aujourd'hui, en ce sens que vous avez un Parlement apparemment qui gagne deux casquettes. Deux casquettes. Exécutif aussi et législatif. En tout cas, une partie de l'exécutif. Une partie de l'exécutif. Parce qu'il ne contrôle pas vraiment, il ne peut pas contrôler, vous voulez dire. Écoutez, ce sont des ministres appartenant aux sénateurs, aux députés. On ne peut pas être juge et partie à la fois. Pour les États-Unis, vous avez dit que son faux régime présidentiel. C'est un faux régime présidentiel, dans la mesure où... Est-ce que là, nous sommes capables de dire son faux législatif que nous gagnons? Mais non, ce n'est pas un faux. Quand je dis que le régime présidentiel... On dit qu'il y a deux casquettes. Non, quand je dis que le régime présidentiel américain, c'est un faux régime présidentiel, mais ça a été voulu par les constituants. Alors que là, dans notre cas, ce n'est pas voulu. Dans notre cas, voilà... non, mais c'était voulu. Non, pas du tout. Par l'Assemblée constituante. Non, mais ici... Voilà, donc il y a dérive. Des députés, des sénateurs qui choisissent, qui nomment. Vous voulez dire qu'il y a dérive? Bon, écoutez, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Merci, professeur. On va observer la pause. Au retour, on reviendra peut-être pour parler de la MINUSTAH. Et puis, il y a une question, professeur. En tant que docteur en relations internationales, vous suivez l'actualité, ce qui se passe par exemple en Corée du Nord et la présidence de Trump, tout ça. Si au retour, je vous pose cette question, à savoir, sommes-nous à l'approche d'une troisième guerre mondiale? Vous donnez quelle réponse? Je dirais que on n'est ni trop près ni trop loin. C'est plausible. Vous allez pouvoir élaborer après la pause. C'est plausible, c'est possible. Après la pause, vous allez élaborer. Merci. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Max Saty, c'est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. De votre intérêt et de votre patience, Max Saty, c'est notre invité ce matin pour commenter l'actualité. On a passé en revue les premiers pas du président de la République, si on peut parler de pas. Oui, mais bon, pas forcément pas. Je n'ai pas dit les premiers pas du président, puisque il est encore prématuré. Le président est en train d'investir le poste. Le président est en train de faire, il organise des tournées un petit peu partout, etc. Okay, donc ce sont là les propos que vous pouvez tenir quand il faut parler du président, et s'il n'y a pas encore de premier pas, pour le Premier ministre, on dira qu'il est encore dans les entrailles de sa mère, non? Écoutez, non, pas du tout. Il a été installé, etc. Mais Wendell, il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Nous dirigeons un pays en faillite. Le pays, structurellement, c'est un pays en faillite. Donc, il ne faut pas... le président de la République n'a pas une baguette magique, etc., pour faire des miracles.
Donc, le président de la République prendra le temps qu'il faut pour, ne serait-ce que sur le plan institutionnel, mettre ce pays sur les rails. Ici, je ne vais pas parler de premier pas. S'il faut que je parle des prémices ou encore des premières actions, si vous préférez, du Premier ministre. Oui, mais sauf que ici, on a un président qui se retrouve, malheureusement, il faut le dire, le grand public le sait, je ne vais pas le cacher, vous avez un président qui se retrouve avec des ministres qui ne sont pas siens. Donc, ici... Ça va être, à mon avis, ça va être accompli, ça va être extrêmement compliqué pour le président. Et c'est là, moi, je pense que le peuple doit prendre aussi sa responsabilité. Il ne suffit pas de donner un mandat au président de la République, on attend tout de lui en retour. Donc le président n'a pas de ministre aujourd'hui? Je dirais que le président, il est flanqué des ministres qui ne sont pas siens. Et le Premier ministre? C'est le sien. Ce sont ses ministres? Non, ce ne sont pas les ministres du Premier ministre, ce sont les ministres de certains parlementaires. Ici, non, écoutez, Wendell... Non, vous êtes sérieux? Non, Wendell, soyons sérieux. Soyons sérieux parce qu'il y a des gens sérieux qui nous écoutent un peu partout. Professeur. Oui. Président, pas de ministre, pas vrai? Je ne l'ai pas dit comme ça. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit il est flanqué de certains ministres qui ne sont pas siens. Eh ben, ça n'a... Bon, je n'ai pas dit que le président n'a pas de... Il est flanqué de certains ministres qui ne sont pas siens. Oui. Mais écoutez, expliquez-nous. Ben, il faut être sérieux. Dans la mesure où le président n'a pas eu cette latitude de choisir... en tout cas, il n'a pas eu... tout à fait l'attitude de choisir les hommes et les femmes, en effet, qui porteront son programme. Donc, j'ai bien peur que, dans un premier temps, ça va être difficile. Mais est-ce qu'il y avait un programme? Mais bien sûr que le président a un programme. Le président avait un programme. Le président a un programme. Et le parti? Vous parlez de quel parti? Le parti sous la bannière duquel le président... Bien sûr, mais le programme du président, c'est... pas celui du parti. Le programme du président, c'est celui du parti. C'est un programme qui a été rédigé avec les membres du PHTK. Maintenant, le problème ne se situe pas à ce niveau-là. Le problème se situe à un autre niveau. C'est-à-dire, vous demandez... Professeur, oui. Vous avez vu quelque part dans le programme du parti Haïtien Tête Calée un espace où l'on parle de bananes? Ça a été un slogan, vous le disiez tout à l'heure, c'est un slogan. C'est un slogan. C'est un slogan. Avais-je raison? Avais-je tort? Mais un slogan reste un slogan. Vous aviez fait le distinguo, vous avez fait la différence. Oui. Quand je vous parlais de slogan ou le programme. Oui, non, c'est un slogan lié. Même genre... mais qui ça a voté? C'est le programme de voter, mais slogan? C'est le programme. Écoutez, Wendell, je vais être sérieux avec vous. Moi, j'ai eu la chance de faire campagne avec le président de la République. J'ai eu la chance de faire campagne, de mener campagne, de le suivre dans certains endroits. Pour être honnête avec vous, les gens, ils n'ont pas voté un slogan. Non, pas du tout. Les gens ont voté un programme. Moi, je suis d'avis contraire. Le président de la République... Mais dites-vous bien, professeur, que je suis journaliste, je suis dans la rue. Le président de la République a pris le soin nécessaire d'expliquer son programme. Un moment, professeur. Oui. Même, moi, je pense que dans la plupart des cas, dans la majorité des cas en Haïti, au cours de ces 30 dernières années, les slogans ont toujours précédé les programmes de nos candidats. Vous avez eu la Constitution, tout le monde sait que la Constitution par voie référendaire a été adoptée parce que là-dedans, il y avait l'article 91, m'écoute pas là-dedans. N'est-ce pas? Ça a été quelque chose qui a été fait à la va-vite. Et je m'arrête là, tout simplement. Mais je pourrais vous en citer... Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez un problème avec les slogans? Par exemple, en 2007-2008, aux États-Unis, le Yes Weekend de Barack Obama, ça a marché, ce Yes Weekend, ça a marché, ça a fonctionné. Eh bien, pourquoi vous refusez d'admettre, professeur? Non, pourquoi vous refusez d'admettre que les gens ont surtout voté le slogan « Nek Banane » plutôt que d'aller en profondeur
dans le programme du président? Je dirais tout simplement que le slogan est attirant, le slogan c'est beaucoup plus facile à retenir, c'est beaucoup plus facile à capter qu'un programme. Mais moi je vais vous dire une chose. Oui, dites-moi. Je vais vous dire une chose. Moi je pense que c'est l'une des rares fois, que j'ai assisté de près à une campagne électorale où le candidat ne s'est pas comporté comme étant un démagogue. On est tous d'accord. Voilà. C'est-à-dire, il a parlé des choses simples. Des choses simples. Jusque-là, on est tous d'accord. Disant qu'il y a plus de 290 rivières et ruisseaux, etc., etc. Il y a de l'eau, il y a des terres, etc., etc. Maintenant, il faut convertir tout ça. C'est ça, en gros. En gros, c'est ça le programme. C'est-à-dire comment aujourd'hui permettre à nos frères, à nos sœurs haïtiens d'avoir un bol de riz, un plat chaud par jour. Ok, professeur, vous avez supporté, à vous entendre parler, le président Moïse quand il était en campagne. Ouais. Si vous avez aujourd'hui un conseil à lui donner en ce qui concerne la reconstitution de l'armée, qu'est-ce que vous lui diriez? Écoutez, moi je pense que c'est une question qu'il faut poser au conseiller du président de la République. Voilà, il ne m'appartient pas à moi, etc. Je ne suis pas. Êtes-vous pour la reconstitution de l'armée, professeur? Je dirais qu'il y a des choses plus urgentes. Malgré le départ annoncé de la ministre. Je dirais qu'il y a des choses plus urgentes. Je vous dis, malgré le départ de la ministre. Est-ce que c'est l'urgence du moment? Ça, j'en sais rien. Vous avez un mandat, vous avez un budget à 2 milliards 800 millions de dollars américains. C'est ça le budget de l'État haïtien. 2 milliards 800 millions. Quelle est la dette de l'État haïtien aujourd'hui? 3 milliards de dollars. Donc l'armée ne fait pas partie, ne devrait pas faire partie des priorités de l'heure. Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit avec les maigres moyens dont on dispose, l'armée est-elle, l'érection de l'armée, la reconstitution de l'armée, est-elle la priorité? Fait-elle partie des priorités? Ça, j'en sais rien. Il appartient à ceux qui détiennent le pouvoir, qui connaissent l'état, l'état des comptes publics, etc., de voir s'il y a moyen, etc., d'avoir... Comment le professeur a accueilli la nouvelle du retrait de la ministre? C'était prévisible. C'était prévisible dans la mesure où... Une fois que ça va se matérialiser. Écoutez, c'était prévisible dans la mesure où le président Trump arrive au pouvoir, etc. C'est un petit peu l'isolationnisme, c'est-à-dire on retourne à la maison et lorsqu'on sait ces missions sont financées en grande partie par Washington, donc là on veut faire des économies. En voulant faire des économies, donc là on met... Est-ce que vous pensez que nous sommes en mesure de garantir la sécurité, la stabilité du pays aujourd'hui après le départ, enfin que nous serons en mesure de garantir la sécurité, la stabilité du pays après le départ de la ministre? Le pays ne vit pas dans l'insécurité. Moi je suis un homme de province, je suis un homme de village, je suis un homme de l'arrière-pays. Wendell, lorsque vous allez dans l'arrière-pays. Mais il n'y a pas la présence... il n'y a pas la présence... je ne suis pas prétentieux, je suis loin d'être quelqu'un prétentieux, mais je peux vous dire, professeur, que je vais me permettre, que je vais m'arroger le droit de dire que je connais mieux le pays profond. Si vous le dites, si vous le dites. Que vous. Parce que moi, ça m'enchante grandement de passer un week-end en province. Oui, mais tout simplement, Wendell, je voulais dire que l'insécurité... Donc, pour vous-même, pas de problème d'insécurité. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Mais lorsque vous allez à Chicago, lorsque vous prenez une ville, je crois que c'est la deuxième ville de France, juste après Paris, Marseille, on ne parle pas de l'insécurité régnant à Marseille. Mais on parle de criminalité? Non, oui, mais bon, écoutez, on nous pointe toujours du doigt. Je n'ai pas dit ce qui se fait en Haïti, c'est parfait. Mais s'il faut parler des pays où la sécurité va les terrains, je pense que Haïti, ce n'est pas le bon exemple. Ce n'est pas le bon exemple. Mais on ne dira jamais qu'Haïti est le paradis non plus. C'est loin d'être le paradis. Professeur, vous avez suivi les nouvelles internationales au cours du week-end dernier? Oui, oui.
Bon, je sais que si je me fie à ce que vous m'avez rapporté avant de passer en studio, avant de venir ici, je sais que vous ne suivez pas les nouvelles locales. De temps en temps. De temps en temps, la preuve, je suis avec vous, c'est que je suis les nouvelles. Très bien. Vous avez suivi les essais de Kim Jong-un? Écoutez, effectivement, samedi, il y a eu un essai à domicile, un test à missile continental, etc. Oui, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Mais le problème aujourd'hui entre la Corée du Nord et une partie de la communauté internationale, à la tête de ce pays se trouvent les États-Unis, c'est un problème beaucoup plus grave. C'est un problème beaucoup plus complexe. Est-ce que vous voyez venir la guerre, la Troisième Guerre mondiale? Non, écoutez, pas forcément. Par exemple, en Ukraine, les choses vont très mal. Par exemple, la rétrocession, entre guillemets, parce que pour certains, on ne parle pas de rétrocéder, on utilise le verbe annexer. Par exemple, la rétrocession de la Crimée à la Russie, etc., ça aurait pu être... C'est un élément qui dérange. C'est un élément qui dérange. Mais il faut dire que ce qu'on... Avec la seule différence, on a l'impression que Vladimir Poutine, lui, a la tête bien placée sur les épaules. Ce n'est pas le cas pour Kim Jong-un. Bon, tout simplement. Qui se plaît à faire des essais. Mais il ne se plaît pas à faire des essais. Il ne se plaît pas? Non, mais il ne s'y plaît pas à faire des essais. Qu'est-ce qu'il fait pour arriver à être une puissance nucléaire, les essais, ils sont obligatoires. Et vous avez entendu ce qu'a dit votre président, en fait, le président américain? Écoutez, Donald Trump qui a donné ce conseil à la Chine. Oui. Que la Chine aide la Corée du Nord à résoudre ses problèmes. Sinon, les États-Unis tenteront de résoudre tout seul le problème. Oui, mais bon, écoutez, c'est quand même une déclaration, c'est une déclaration belliqueuse. En réaction, vous avez vu ce qu'il a fait, la Corée du Nord a fait? Non, pas du tout. Ce n'est pas en réaction de la phrase qui a été prononcée, sauf que nous sommes au mois d'avril. Ce mois d'avril marque le 105e anniversaire de la naissance de Kim Jong-il, le grand-père de Kim Jong-un. Oui. Donc, voilà. Donc, c'est dans l'ordre des choses normales. Il y avait deux possibilités. La première possibilité, c'est le lancement d'un missile. La seconde possibilité, une autre bombe, etc. Avec tous les risques que cela comporte, professeur. Mais tous les risques, de quels risques s'agit-il? Les États-Unis, c'est quand même une puissance nucléaire. La France, la Corée du Nord aussi. L'Israël. La Corée du Nord aussi. De quel droit se permettra-t-on de dire que la Corée du Nord ne doit pas toucher à cette chose? Ah ben non, la Corée du Nord a le même droit que les États-Unis. Bon, à la seule différence que la Corée du Nord a signé... Qu'est-ce que vous allez dire? Oui, la Corée du Nord a signé, ce protocole. Le traité de non-prolifération d'armes, vous avez dit? Monsieur, il l'a signé. Il s'est rétracté. Il l'a signé. Écoutez, au cours de route, il a compris, il a senti que pour avoir cet équilibre de la violence, la bombe est importante. C'est ce que l'Iran a voulu faire. Mais bon, l'Iran, en effet, a été contraint de geler son programme. Le programme est gelé. Vous savez que la Corée du Nord, professeur, et la Chine sont deux alliés. Pour l'instant, on peut dire que la Corée du Nord a deux alliés ancestrales, deux alliés jusqu'à maintenant qui sont infaillibles, c'est la Chine et la Russie. Ok. Et vous avez entendu aussi que la Chine avait annoncé, d'abord le Japon. Oui. Le Japon avait dit qu'il allait faire venir ses ressortissants, qu'il allait procéder à l'évacuation de ses ressortissants à partir de cette semaine. Oui. La Chine, de son côté, a annoncé qu'elle allait interdire, qu'elle allait demander à ses vols de cesser cesser de voyager en Corée du Nord à partir de cette semaine. Oui. Et vous dites qu'il n'y a aucun risque, vous dites qu'il n'y a rien? Non, pas du tout, parce que... Ça encore, c'est dans l'ordre des choses normales? Non, il n'y a aucun risque, parce qu'il y a, depuis plus de 10 ans, il y a toute une gamme de sanctions, une gamme de sanctions prises au Conseil de sécurité. Ça n'a rien changé.
Ici, ça n'a rien changé parce que la Corée du Nord détient une armée forte de 9 millions d'hommes. Écoutez, aujourd'hui, avoir 9 millions ou 1 milliard d'hommes dans une armée, ça ne veut rien dire. Par rapport à? Parce qu'aujourd'hui, voilà, sommes-nous dans un contexte, être une armée forte, ça n'a rien à voir avec la quantité d'hommes. C'est plutôt la qualité des armes qu'on a. Vous allez convenir aussi que la Corée du Nord dispose de ses armes aussi. Non, pas du tout, hein, puisque dans une guerre classique, dans une guerre conventionnelle, les États-Unis mettraient la Corée du Nord KO. La guerre, celle qu'on a peur, est-ce que dans une guerre classique, est-ce que dans une guerre conventionnelle, est-ce que Kim Jong-un n'utilisera pas la bombe? Ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais pourquoi la bombe nucléaire? Elle est faite pour quoi? Elle est faite pour quelle raison? Elle est faite pour une seule raison. Ne jamais l'utiliser, mais ça fait peur. Donc, indirectement... Elle est faite pour ne pas être utilisée. Elle est faite pour ne... Parce que sinon, pourquoi l'appeler l'équilibre de la violence? Pourquoi? Parce que vous avez deux grands pays, voilà, les deux superpuissances militaires restent de loin les États-Unis et la Russie. On peut avoir la bombe. Avoir la bombe est loin d'être, ce n'est pas suffisant. Pourquoi aujourd'hui le monde est si bouleversé? Est-ce que les intérêts sont tous à l'origine de ce que l'on vit, de ce que l'on constate maintenant? Écoutez, moi je pense que... Prenons l'acte des Américains la semaine dernière en Syrie. Est-ce que vous pensez que certains intérêts ont motivé Donald Trump à larguer la bombe comment ça s'appelle? En Afghanistan, oui. La mère des bombes, larguée... Oui, mais ce n'est pas une bombe nucléaire, hein, c'est une bombe... non, mais on est clair, c'est clair. Conventionnelle. Conventionnelle, on est tous d'accord. Conçue lors de la guerre en Irak au début de l'an 2000. Tout à fait. Mais justement, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que les grandes puissances contribuent également à ce chaos. Par exemple, après la chute du mur de Berlin en 1989, voilà, c'est ce qui a été dit tacitement entre, à l'époque, Helmut Kohl, le chancelier ouest allemand, à l'époque, puisque l'Allemagne n'était pas encore réunifiée, le président des États-Unis, Bush père, etc., plus Gorbatchev, il y avait un engagement. Il y avait des engagements. Oui. Par exemple, on laisse l'Allemagne se réunifier, cependant, les ex-pays satellites, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, maintenant la Tchécoslovaquie n'existe plus, il y a la République tchèque et la République slovaque, ce qu'on appelle la révolution de vélo en 1989. Donc, ça n'a pas été respecté. Ces accords n'ont pas été respectés. Tous ces pays-là vont rejoindre l'OTAN. Ce sont des pays qui sont dans l'escarcelle et dans le giron de l'OTAN. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Avec l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, il a dit, écoutez... mais là, nous sommes au lendemain de l'effondrement du bloc soviétique. L'effondrement du bloc soviétique, il fallait attendre 1991. Alors que Poutine, lui, il va faire son apparition réelle en début 2000. Oui. Début 2000, toujours après la lors de la chute du mur de Berlin, Poutine, il était carrément à Berlin, parce que c'est un ancien, il travaillait à l'époque pour le KGB. Oui. Donc il va retourner, etc., dans son pays, mais bon, il va suivre avec une certaine curiosité ce qui se trame, ce qui se fait. Donc à partir de ce moment, on va revenir dans une certaine forme d'unipolarité. C'est-à-dire de 1989, la chute du mur de Berlin, jusqu'en fin 90, le monde était unipolaire. C'est-à-dire les États-Unis et ses alliés. Maintenant, à chaque fois qu'on parlait de la communauté internationale, c'était les États-Unis et ses alliés. L'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, pour ne citer que ces pays-là. Poutine a dit que la communauté internationale, c'est également nous. Oui. C'est également nous. On est clair. Donc maintenant, il va montrer ses biceps, il va montrer ses muscles.
Et à partir de ce moment, toutes les cartes ont été rebattues. Maintenant, sommes-nous face, sommes-nous à l'approche d'un troisième conflit généralisé? Je dirais qu'on n'est pas si près que ça. Mais tout est possible. Mais on n'est pas si loin non plus. Je ne sais pas, mais tout est possible. Mais vous affirmez qu'on n'est pas si près. On n'est pas si loin. On n'est pas si près. On n'est pas si près. Je ne sais pas. Peut-être qu'on peut ne pas être si loin. Parce que la dernière fois qu'un troisième conflit généralisé a failli avoir lieu, c'était en 1962, lors de la crise des missiles à Cuba, où le président Nikita Khrouchtchev, etc., a fait venir des missiles à Cuba pointés sur les États-Unis. Donc, c'est de 1989, c'est maintenant qu'on sent que il y a une certaine effervescence, etc., parce que le président Poutine veut à tout prix rebattre les cartes. Professeur, même si les esprits sont plutôt surchauffés, eh bien, on n'a pas à s'inquiéter, selon vous. Si, parce que actuellement, vous avez élu un président aux États-Unis qui est extrêmement imprévisible. Il est extrêmement imprévisible. C'est quelqu'un qui dit tout et son contraire dans un temps extraordinaire, dans un temps à la virgule près. Il dit tout et son contraire. Vous avez le président, par exemple, Kim Jong-un, qui n'accepterait pas non plus de subir le diktat des États-Unis. Et entre autres, il faut le dire que c'est également un président, un dirigeant imprévisible. Donc face à deux dirigeants imprévisibles, comment dire en créole ? C'est grave, c'est grave. Par exemple, la semaine dernière, un porte-avions a été dépêché dans la péninsule coréenne, suivi de trois bateaux lanceurs de missiles, etc. Donc ça inquiète. Oui. Et c'est la raison pour laquelle la Chine a appelé les belligérants à une certaine retenue, à une certaine désescalade. Donc ça prendra le temps qu'il faut. Mais dites-vous bien, un conflit entre les États-Unis et la Corée du Nord, c'est pas forcément plausible. Peut-être que les États-Unis tenteraient de frapper certains sites sensibles en Corée du Nord. Et la réponse et la réaction de la Corée du Nord? On ignore la réponse. On ignore la réponse parce que, je vous l'ai déjà dit, la réponse de la Corée du Nord ne serait pas conventionnelle, ne serait pas classique. Elle serait forcément une réponse nucléaire. Pourquoi? Parce que la Corée, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre entre les États-Unis. Est-il possible que la guerre soit totalement nucléaire? C'est-à-dire qu'une attaque nucléaire qui nécessiterait une réplique nucléaire. Mais c'est la raison pour laquelle une guerre nucléaire, elle doit être impensable. Elle doit être impensable dans la mesure où... Quand on a des dirigeants dont la tête n'est pas trop bien placée sur leurs épaules, et vous pensez... Tout est possible. Par exemple, la Corée du Nord a quand même des missiles capables de toucher le Japon dans son cœur. Mais le Japon peut se défendre aussi. Non, le Japon n'est pas une puissance nucléaire. Mais il peut se défendre, non? Face à une attaque... Même si non, mais écoutez, après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon a eu le soutien total des États-Unis. C'est la raison pour laquelle le Japon vit sous le parapluie militaire des États-Unis. Et bien voilà. C'est-à-dire une attaque... Aidé de cet allié de taille, justement, mais le Japon sinon, écoutez, ce qui est intéressant de retenir dans tout ça, ce n'est pas possible. En tout cas, c'est ce que je pense. Ce n'est pas possible. C'est ce que vous pensez ou c'est ce que vous souhaitez? C'est ce que je pense, c'est ce que j'aimerais. Exactement. Vous savez pourquoi c'est ce que j'aimerais? Les États-Unis possèdent-ils peut-être, je ne sais pas, des centaines de milliers de têtes nucléaires? Et la Corée du Nord, peut-être quelques dizaines. Mais on peut faire autant de dégâts.
Parce que nous sommes dans une guerre non conventionnelle, non classique. Alors, annoncée. Oui. Une guerre annoncée. En tout cas... voilà, il faut appeler les belligérants à une certaine forme de désescalade. Et nous sommes bien obligés de mettre un terme à l'émission. Et là, on ne va pas partir sans dire au public de Métropole qu'il n'a pas trop à craindre aujourd'hui. Parce que là, certains gens peuvent se dire, est-ce qu'elles doivent partir? Est-ce qu'elles doivent prendre l'avion pour aller à l'étranger maintenant? Est-ce que ça ne va pas se faire de moment à d'autre? Non, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, s'il y a un pays que les dirigeants coréens écoutent, c'est la Chine. Et la Chine n'est pas pour une guerre. Tout à fait. La Chine. C'est ce qu'a expliqué la visite de la semaine dernière. Comment il s'appelle encore? Xi Jinping, le président chinois. Qui était reçu à la Maison-Blanche. Oui, mais écoutez, au moment où je vous parle, le vice-président des États-Unis séjourne en Corée du Sud. Voilà, pour une dizaine de jours. Ouais, donc, une dizaine de jours, Mike Pence, le vice-président des États-Unis. Donc, semblerait-il qu'ils sont à la recherche d'une solution amicale. Quel est le problème entre les deux pays? Vous parlez de quel pays? Corée du Nord, entre la Corée du Nord, entre la Corée du Nord et les États-Unis. Quel est le problème? On a quelques secondes. Quel est le problème? Voilà, le problème, c'est que les États-Unis voudraient que la Corée du Nord le considère comme étant une puissance, etc., etc. Alors que la Corée du Nord voudrait également que les États-Unis deal, qu'il y ait un deal du genre que nous aussi sommes-nous jouons-nous dans la cour des grands, donc nous sommes une puissance. Il faut traiter avec nous en tant que tel. Donc c'est de la mégalomanie. C'est de la mégalomanie des deux côtés. Oui. Des deux côtés. Il ne faut pas pointer du doigt parce que la presse occidentale pointe du doigt uniquement les faits et gestes de la Corée du Nord, jamais les faits et gestes des États-Unis. Professeur, merci infiniment. On a eu un bon moment, j'espère. Wendell, c'est moi qui vous remercie. Et puis, je reste à votre disposition. Nous espérons que les échanges qu'on a eus ce matin ont quand même... Ça a été extrêmement bénéfique. Merci encore une fois. Bon début de semaine. Merci, bonne journée à vous. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Max Atis, comme on l'a dit, qui est professeur d'université, docteur en relations internationales, était reçu à l'espace Le Point de ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.